on va entrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que c'est un sujet un peu long. Et j'aimerais que nous le traitions un peu techniquement, vu que, comme vous l'avez vu, on a utilisé, on utilise encore le pis-aller de la politique identitaire pour ne pas faire le bilan de la crise sanitaire. Et le pire, c'est que ça marche. Parce que ça marche à chaque fois. Bon. Le seul problème, c'est que, quoi qu'on en pense, il y a des procédures en cours, il y a des avocats qui ont un peu le mort aux dents, il y a, je pense à Castelnau, mais je pense aussi à beaucoup d'autres. Et surtout, beaucoup de gens ont perdu des proches et ne l'oublieront pas. Donc, si vous voulez, Black Lives Matter, ça va durer à ce niveau-là jusqu'à l'élection américaine. Mais pas après. Parce que, sauf si Trump repasse, mais ils vont pas nous servir la même soupe pendant des mois, donc à un moment ou à un autre, ils manqueront de fumigène idéologique. Et à ce moment-là, il faudra exposer les faits tels qu'ils ont été. Les faits sont de 3 ordres. Premièrement, je suis déjà intervenu sur la chaîne des clubs du mercredi au début de l'épidémie. Je pense qu'une large partie des points que nous avions développés à l'époque ont été vérifiés. Donc je vais essayer de ne pas faire de redites et juste de rajouter des points techniques. Comment expliquer un aussi beau ratage? Une foirade criminelle. Parce qu'à la fin, la nullité tue. C'est d'ailleurs une des raisons de la puissance des États chez Hobbes, c'est ce caractère très égalitaire du fait de tuer. Parce que l'homme fort peut être tué par l'homme lâche dans le dos ou par l'homme malin. Et comme la peur de la mort violente structure la société, il faut que le Léviathan, l'État, déleste tout le monde de la peur de la mort violente. C'est le principe de l'État chez Hobbes. Parce que tout le monde peut tuer tout le monde. C'est-à-dire, oui, Darmanin peut tuer quelqu'un. Vous voyez? C'est vachement flippant quand on y pense. Non mais si, croyez pas? Protagonistes de l'épidémie, la maladie, les populations et les pouvoirs publics. On est d'accord? Échiquier de base. Pour essayer d'expliquer ce qui nous est arrivé. Sur l'épidémie, je ne reviendrai pas sur, vu que je l'ai déjà traité, sur la polémique virus créé, virus incréé. Ce que je remarque, c'est que, objectivement, on disait une grosse grippe pulmonaire, ben on avait raison. Voilà. Donc, si vous voulez, tous ceux qui ont pris au sérieux des collectes de données faites à partir de scénarios hystérisants de Big Data se sont plantés. La seule chose, c'est pourquoi a-t-on écouté des équipes qui s'étaient déjà lamentablement plantées, je pense à M. Ferguson particulièrement, au moment du SRAS. Et d'ailleurs, vous rappelez-vous qui avait dématé Ferguson à l'époque du SRAS? Didier Raoult. Déjà. Et Ferguson, d'ailleurs, Raoult était allé à Londres pour s'expliquer avec lui publiquement, et Ferguson avait refusé à la fin c'est Raoult lui-même qui le raconte, avait refusé l'explication. Or, le grand problème, c'est qu'est-ce qui a pu faire paniquer les pouvoirs occidentaux? Si les données que nous avons sont exactes, dans le cas français, c'est la peur du contre-coup pénal. C'est en tout cas les seules confidences qu'Emmanuel Macron a fait là-dessus. Et il les a fait par l'intermédiaire de qui? De Philippe de Villiers. Vous ne l'avez pas vu dans les déclarations récentes du vicomte? La hantise du sang contaminé. Le sang contaminé, pour ceux qui se rappellent, c'est 1000 morts, et le seul qui a payé d'une peine de prison de 5 ans prononcée, 4 ans exécutés, ce sont les 2 médecins, dont le plus connu, Michel Garetta. Sinon, les autres ont été d'abord
responsable mais pas coupable, et ensuite coupable mais pas condamnable, selon les formules historiques qui sont restées dans les mémoires. Néanmoins, je pense en effet qu'il y a eu une psychose élitaire là-dessus. C'est possible, dans une part des hauts fonctionnaires. Que ça ait touché quelqu'un comme Édouard Philippe, peut-être. Que ça ait touché Emmanuel Macron, j'y crois pas. Premièrement, parce que son statut de chef d'État fait qu'il est protégé de cela. Deuxièmement, parce que je ne suis pas certain qu'Emmanuel Macron ait une telle, comment dire, je ne le pense pas assez empathique, alors c'est une supposition, pour céder devant ce genre d'argument. Je pense qu'Emmanuel Macron est quelqu'un qui a fait un choix qui était de se servir de cette crise pour discipliner des populations en maintenant les fondamentaux de la société ouverte, qui sont son obsession. C'est pour ça que la France n'a jamais réellement fermé ses frontières. C'est le seul pays d'Europe à ne pas les avoir fermées. Une catastrophe. Vous maintenez les frontières ouvertes pendant une épidémie. Depuis que les États sont structurés, personne n'a fait ça. On a créé les États pour ça, entre autres, pas que pour ça, mais on les a créés en partie pour ça. Et je pense qu'Emmanuel Macron a fait un choix. Vous me direz, certains autres pays ont cru au même titre de données sortant des big data. Je pense à une partie du cabinet Johnson, etc. Oui. Ils ont réagi différemment, avec des théories différentes. Ça, c'est des points que vous connaissez, donc j'essaye de passer relativement vite. Question, dans le cas de la France, qu'est-ce qui explique, structurellement, que quand l'épidémie a frappé, on n'était pas prêt? Deux points essentiels. La destruction de notre système de santé et de la pensée étatique des épidémies. Les deux sont allés de pair, c'est le même processus et c'est les mêmes gens qui les ont fait. Processus que je vais vous détailler si ça ne vous dérange pas. Mais d'abord, il faut que vous voyiez deux choses. Il y a eu un problème de méthode et il y a eu un problème d'institution. Voyons le problème d'institution. La lutte contre les épidémies en France, c'est trois forces dans la structure française depuis l'après-guerre. C'est la santé publique. La santé publique, c'est hiérarchique. Ministre, préfet et le maire en tant qu'officier. N'oubliez jamais que le maire est un élu et aussi un officier d'état civil. Aussi un serviteur de l'État à sa manière. Ça, c'est la santé publique. Vous avez l'offre de soins, qui elle est horizontale, qui est gérée par les conseils généraux, les maires et la sécurité sociale. Et vous avez la prévention, qui est gérée par l'État, les acteurs publics et privés, syndicats, patronat, dans le cas de la médecine, entre autres du travail, les recteurs d'académie, médecine scolaire, la médecine militaire, pour les soldats et anciennement les appelés, et la médecine publique, pour les employeurs publics pour la médecine des fonctionnaires. Ça, c'est tout l'aspect prévention. Vous voyez, c'est les trois étages de la réponse. Ces trois étages ont été mis en l'air. Comment, par qui, pourquoi? Ça débute assez tôt, en fait. Ça débute aux ordonnances Pompidou, 67. C'est très timide. En réalité, c'est le début de la libéralisation que le futur président Pompidou à l'époque n'a jamais eu d'affection pour l'état fort de l'après-guerre. Premièrement parce que Pompidou et les pompidoliens sont souvent des gens qui, premièrement, entre 1939 et 1945, sont arrivés à passer entre les gouttes, parce qu'il n'y a pas de fait notable de la vie de Georges Pompidou pendant ce temps-là, ni d'une large partie de ses proches, et deuxièmement, vous avez un phénomène générationnel, c'est-à-dire qu'une bonne partie des hauts fonctionnaires qui seront les pompidoliens sont des gens qui sont déjà formés aux États-Unis à l'époque. Et qui donc trouvent le système français
archaïque. D'ailleurs, sans nécessairement pouvoir l'évaluer. Le coup le plus sérieux commence en 1979, c'est le plan Barre, qui commence une logique qui sera suivie par le plan Juppé, 95. Cette logique est la suivante. Étatisation de la sécurité sociale. Alors attention. Entendons-nous bien sur le terme étatisation, parce que j'ai tout entendu là-dessus. L'étatisation, ce n'est pas la prise par l'État en termes de puissance publique. L'étatisation, du moins à partir dans ces années-là, parce que si vous voulez, l'étatisme n'est pas un socialisme, mais l'étatisme tel qu'il a été jusqu'au général de Gaulle inclus, et disons un étatisme, disons entre guillemets, c'est l'État prend un secteur pour le mettre au service d'une politique de puissance, et donc, généralement d'ailleurs, alors ça peut être la nationalisation, mais la nationalisation est une voie parmi d'autres. Cet étatisme-là n'est pas l'étatisme qui commence, surtout à Valéry Giscard d'Estaing, qui là, ce n'est pas l'État qui prend le secteur, c'est la haute fonction publique, nuance, et qui va généralement prendre un secteur pour l'enlever à la logique étatique. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais petit, et Alain qui est là était présent ce jour-là, je suis allé embêter, à la demande de mon ami Paul-François Paoli, Monsieur Jean Perlevade. Et Monsieur Perlevade, devant un parterre de bourgeois de Neuilly, qui, nous l'espérons, pour certains d'entre eux, ont croisé un pangolin depuis, leur dit, vous savez, j'ai été l'un des acteurs des nationalisations de 81. Oui, mais c'était pour mieux faire les privatisations de 83. Pourquoi ? Parce que avant 81, le général de Gaulle avait une manière de nationaliser qui était la nationalisation majoritaire, c'est-à-dire de nationaliser à plus de 50%, mais rarement à 100%. Pourquoi ? Pour responsabiliser la bourgeoisie française et les acteurs privés. Parce que si vous nationalisez à 100%, si quelqu'un veut privatiser, il privatisera à 100%. C'est d'ailleurs ce que les socialistes ont fait. Et M. Perlevade, devant ce parterre de bourgeois de Neuilly fort sympathique, avait avoué ce jour-là quelque chose qui aujourd'hui est assez documenté en doctrine, c'est qu'en réalité les nationalisations de 81 préparaient les privatisations de 83 et la vente de l'État à la découpe. Vous comprenez ce nouveau type d'étatisation ? En réalité, c'est un processus de ce qu'on appelait la grande braderie à l'Est. Vous vous rappelez ce qui s'est passé en Europe de l'Est ? Le soviétisme tombe, l'État est vendu à la découpe par les anciens hauts fonctionnaires soviétiques devenus boyards, devenus chefs de guerre. Ben là, c'est pareil. Les hauts fonctionnaires vont devenir patrons des boîtes privatisées, et généralement d'ailleurs vont les couler. Vous avez un phénomène parallèle dans des structures comme l'hôpital. L'énarchie va prendre la main sur le monde médical et sur les médecins. Comment cela va-t-il arriver ? La marque de M. Juppé, ça va être les ARH, les agences régionales d'hospitalisation, que vous connaissez sous une autre appellation, vu qu'ils en ont changé. Enfin, d'ailleurs, non, elles cohabitent encore. Ils sont les ARS, les agences régionales de santé. Comment mettre l'énarchie au-dessus des médecins par un intermédiaire, qui sont les médecins fonctionnalisés. Et cela va se faire avec deux ministres qui vont enfoncer le clou. Celle qui est certainement la plus responsable est Madame Roselyne Bachelot. C'est la loi Hôpital Santé Patient et la loi Hôpital 2007. Monsieur Douste-Blazy, à chaque pécheur sa pénitence. Mais il a beaucoup fait pour se faire pardonner. Parce que, au passage,
et je ne dis pas ça pour le dédouaner, mais le professeur Raoult avait raison sur un point. Un des grands problèmes, c'est le maintien des hauts fonctionnaires dans les cabinets ministériels. C'est-à-dire que le ministre arrive, et des gens qui sont là pour lui résister, et qui déjà lui disent « nous te survivrons ». Qui que ce soit qui prenne ta place. Résultat, vous avez des gens qui sont des piliers de ministère comme il y a des piliers de bar, et qui refilent des vieux dossiers. À l'Éducation nationale, ça a été le rôle du lobby pédagogiste. Certains sont là depuis 40 ans. Ah, ils ont fait la boutique. Mais vous voyez, prise du pouvoir hiérarchique. Deuxième étape, réduction de la liberté médicale. Réduction de la liberté médicale par quoi? Encadrement de la prescription. Qui a cette idée brillante? Monsieur Juppé. Et qui va commencer la logique qui sera poursuivie qui sera amplifiée par plusieurs ministres, Monsieur Evin et surtout Madame Bachelot. Et comment ça se passe, à votre avis? Comment ça se passe, l'encadrement de la liberté de prescrire? Comment on fait avaler ça aux médecins? Le rôle du Conseil de l'ordre. Le rôle du Conseil de l'ordre des médecins. Je vous rappelle que le Conseil de l'ordre a été créé par le maréchal Pétain, enfin en tout cas par les hommes du maréchal Pétain, dans le but de surveiller les médecins. Malheureusement, certaines institutions sont marquées par leur naissance. Et l'ordre des médecins en fait partie. La surveillance, je dirais même le flicage, fait partie des mœurs de l'ordre. Comment ça se fait? L'ordre suggère... Alors, vous allez voir la martingale. Premièrement, vous devez savoir que même si nominalement certains des patrons du Conseil de l'ordre, le Conseil de l'ordre des médecins est départementalisé, même si nominalement il peut être dominé localement par des médecins généralistes, sa structure est dominée par les médecins de spécialité. Et vous allez voir comment pourrit un système. Les fonctionnaires des ARS, donc les hauts fonctionnaires des ARS, en échange de hausse d'honoraires, et particulièrement de la convention de secteur 2, on dit aux spécialistes, à plusieurs reprises, vous devriez dire au ministre de l'ordre susurre, c'est ce qu'on appelle la technique de l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Voyez ? L'ordre susurre au ministre qui prend l'arrêté. Et vous voyez, l'énarchie lance un boomerang, mais qui, comme il passe derrière les rangs des médecins, on pense que c'est un acte médical, que les médecins sont d'accord. En réalité, non. Une part stratégique du Conseil de l'ordre des médecins est d'accord. Et comme ça, on a écrasé la liberté de prescrire. Je vous pose une question. À quoi cela sert-il de faire plus de 8 ans d'études à des gens si on veut leur retirer la liberté de prescrire? Ça, ce qui, pour les ophtalmos, c'est 12, parce que je vous rappelle qu'après la médecine, ils font 4 ans d'optique. Parce que si c'est pour juste en faire des auxiliaires de santé de la haute fonction publique, on peut tout à fait faire des infirmiers améliorés comme le font une partie des pays européens. Parce que ça, cette dérive-là, elle est parallèle à des tas de pays. Mais nous, elle a pris le visage de l'énarchie. Mais ce n'est pas le visage de l'État. Pourquoi? Parce que le système, et c'est ça qui nous est arrivé d'un point de vue administratif, le système n'est pas dans la main de l'État. Le système, c'est là, vous voyez, on a fait l'institution, maintenant on entre. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la pensée de la réaction? C'est pas l'État, c'est les agences. Vous êtes tous au clair avec le terme d'AI? C'est quoi une AI? Une autorité administrative indépendante. L'idéologie des autorités administratives. L'État est méchant,
il faut une fonction publique neutre. Principe néolibéral par excellence, la neutralité axiologique. Comment ? La gouvernance. Et surtout, le néo-management public, cette superbe création. Alors attention, moment point Godwin, que M. Rudi Reichstadt ne me siffle pas. Savez-vous qui est l'un des pères du néo-management public ? Le SS Reinhard Höhn, qui fera carrière comme professeur de management dans l'après-guerre. Et en réalité, ce brave monsieur n'a rien inventé. Il a regardé l'État national-socialiste allemand. Et c'était quoi l'État national-socialiste allemand ? C'était différentes parts de l'État qui se faisaient une guerre au nom d'un principe rendu fanatique de concurrence. C'est vrai que la germanité, avec leur principe de concurrence, souvent, ils peuvent déconner à plein tube. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Et en réalité, beaucoup de peuples germaniques ont cette maladie-là, puisque les Américains ont la même. Pour ceux qui connaissent l'histoire du renseignement américain, parfois ça a donné des catastrophes, jusqu'à des règlements de compte interagences où des agents ont été tués. Vous voyez ? Vous mettez la concurrence au sein de l'État. Là, vous avez si vous voulez, c'est un peu, comment dire, comment je vais vous dire ça, c'est un peu comme le théorème de Bruno Le Maire. Vous voyez ? C'est un maximum d'emmerdes divisé par un minimum de voix. Ben là, c'est pareil. Quand vous voyez les structures étatiques qui ont utilisé ces modèles, regardez l'État américain aujourd'hui, l'État américain est un État malade. C'est un État qui ne gère pas ses infrastructures. Tous les États qui ont utilisé ça se sont vautrés. Si vous ne me croyez pas, regardez l'un des summums du néo-management public, qui est le Canada de M. Trudeau. L'avantage de Trudeau, c'est que c'est un argument irréfragable. Tu le balances dans un truc pourrave, personne ne te répond. Tu vois, c'est le champion de la loose. Tu vois, t'as lui, Manuel Valls, tu vois. Non, tu vois, si tu veux, tu balances dans la conversation, tu gagnes. Ramenez ce truc-là à faire chez vous. Donc, or le problème, c'est que quand vous êtes face à une épidémie, est-ce que vous êtes uniquement dans un problème de santé publique ? Non, vous êtes dans un problème de défense du territoire. Et en mettant fin au service national, en foutant en l'air le service de santé des armées, en fermant le Val-de-Grâce, merci Monsieur Le Drian. Non, parce que son insignifiance lui tient lieu de paravent, donc il est peut-être temps de s'en rappeler. Et quand vous voyez des pays qui ont bien réagi à l'épidémie, ou du moins qui ont mieux réagi que nous à l'épidémie, et ils ont fait faire ça par qui, les États asiatiques ? Des médecins et des militaires. En Corée du Sud, par exemple, vous avez eu un effacement relatif des politiques sur la réponse au Covid. D'ailleurs, même la communication gouvernementale était faite par l'équivalent de Raoult local. C'était fait par le plus grand épidémiologue du pays. Nous, on a eu 6 bêtes. On a ce qu'on peut, hein. Non, elle est très méritante. Ah si. Ah, tu sors saper comme ça dans la rue, il faut quand même un courage que je n'ai pas. Excuse-moi. Moi, j'admire les gens qui font ce que je ne peux pas faire. Prenez 2 exemples. En 3 semaines, la Russie a fait 19 hôpitaux militaires air mobiles. La réponse de Taïwan, c'est 6 000 réservistes, enfin, même pas 6 000 appelés, qui sont allés dans les fabriques d'états de cigarettes et qui les ont transformés en fabriques de masques et de gel hydroalcoolique. C'est l'armée taïwanaise qui a géré, transporté, distribué, fermé le banc. Au passage, je voudrais tordre le cou tout de suite à une rumeur libérale idiote. Non, les systèmes de santé décentralisés n'ont pas bien marché. Vous savez qui sont les 2 systèmes les plus décentralisés de santé en Europe ? L'Italie et l'Espagne. Caramba, encore raté. Non, parce que si tu veux, moi, je n'ai rien contre les libéraux, mais à un moment, même des gens intelligents, quand je vois Charles Gave dire ça, alors que
c'est un entrepreneur de génie qui connaît des tas de trucs, mais la santé, c'est vraiment pas son truc. Là, il se vautre complètement. J'ai beaucoup d'admiration pour lui, mais là, on est hors sujet. Parmi les seuls pays européens qui ont bien géré le Covid, vous avez la Grèce, la Serbie, qui l'ont géré par quoi? Moyens militaires. Vous me direz, la Grèce était déjà quasiment en état d'urgence, vu qu'elle est en période de pré-conflit avec le sultan. Mais par exemple, la Norvège, système ultra centralisé de santé. Voilà. Donc, à un moment, si vous voulez, il faut arrêter de plaquer nos obsessions sur des réalités. Parce qu'évidemment, au moment de la crise, on vous a parlé du modèle allemand. On vous en parle moins, vous avez remarqué, hein. Vous savez pourquoi? Parce que les chiffres sont mauvais. Et les chiffres sont d'autant plus mauvais qu'une partie des morts en Espagne et en Italie sont des Allemands. Vous savez pourquoi? Parce que Gerhard Schröder a eu cette idée géniale de subventionner l'envoi des vieux en Allemagne. J'ai dit bien Gerhard Schröder, hein, donc vous voyez la bimbo Merkel, celui qui était avant. Et j'aurais pu dire pin-up, hein, vous voyez, ça remonte déjà à Schröder. Si vous voulez passer une belle retraite, allez vers les sous-peuples du Sud. Parce que ça coûte moins cher la retraite là-bas, tout simplement, à gérer pour les finances publiques allemandes. Donc une partie des morts dans les deux pays, et pas uniquement d'ailleurs, je crois que c'est en Slovénie, mais c'est à vérifier également. Parce que là où vont les retraités allemands, c'est l'Italie, l'Espagne. Vous voyez? Donc, on délocalise papa-maman en fin de vie, pourquoi pas? Après tout, on délocalise, on est au temps de la grande délocalisation, hein, pourquoi pas, moi. Puis de toute façon, hein, faire voyager les gens d'un bout de l'Europe à l'autre, hein, ils ont toujours su le faire. Et on vous en parle de moins en moins parce que les chiffres sont pas bons. Vous voulez des chiffres excellents? Prenez la Corée, prenez Taïwan. Là, on va y venir dans les conséquences à long terme. Mais voilà les pays qui ont réellement bien géré. Surtout que, en plus, cette maladie, qui est une maladie de prise en charge hospitalière, vu que l'Allemagne a détruit sa médecine de ville pour parier uniquement sur l'hôpital, ils ont eu du bol que ça tombe pile dans un des seuls trucs qu'ils savent faire. Ça aurait nécessité une mobilisation des médecins en première ligne, équivalent tout simplement de nos généralistes. Le système allemand ne l'aurait pas digéré. Parce que c'est un des systèmes les moins bien notés de l'OCDE à cause de ça. La dégradation lourde de la qualité des soins de ville. Voilà. Eux, ils avaient parié sur l'hôpital. Coup de bol, cette maladie est une maladie de gestion principalement hospitalière. C'est-à-dire que même une maladie taillée pour leur système, en réalité, ils ne l'ont pas super bien gérée, surtout qu'il y a en plus des biais statistiques, vu que l'Allemagne a mis une partie de ses morts sous le manteau. Là où la France, comme d'autres pays, elle, a plutôt rajouté au bilan. Alors, par incompétence, par problème de modulation des tests, par volonté de faire peur, là, je n'ai pas d'éléments pour trancher ces différentes hypothèses ou pour relativiser ces différentes hypothèses les unes par rapport aux autres. Et le souci, c'est que ce néo-management public a ressuscité un vieux problème de la pensée française. Ce problème de la pensée française, c'est le manque de pensée de nos réserves stratégiques. Je m'explique. Vous avez vu qu'à un moment, vous n'avez pas eu de masque. Vous avez dit, on manque de masques. On manque de respirateurs. Très bien. Mais si je vous disais que les réserves, c'est deux choses. C'est du matériel et c'est des hommes. Et si je vous disais qu'on est à poil des deux? Par exemple, en termes de réserves stratégiques de denrées alimentaires, on est à poil. À poil. Par exemple. Rien que ça. On ne tiendra pas. Pourquoi? Parce que cette idéologie du néo-management public, c'est une idéologie tout simplement, vous la connaissez dans les boîtes, c'est l'idéologie du flux tendu. Ce qu'on appelle la guerre au stock mort. Zéro délai, zéro stock. Vous mettez ça dans un état, bah c'est une catastrophe.
Alors comment la France fait quand elle tombe dans des manières d'incurie? Elle l'a déjà fait plusieurs fois dans son histoire à ce niveau-là. Hein. Rappelez-vous la question de Churchill à Gamelin. Où sont les réserves stratégiques? Gamelin, il n'y en a pas. C'est engageant. Mais en réalité, la monarchie française a parfois eu ce problème. Et qu'est-ce qu'elle a inventé qui a été repris par la République? La levée en masse. C'est-à-dire quand on n'a pas de réserve stratégique, et comme les Français sont des braves gens, on appelle tous les braves gens au secours. Le premier qui a fait ça, c'est Louis XIV, 1709. On dit toujours que la levée en masse, c'est les républicains. Pas du tout. La monarchie, il a fait d'abord. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas de réserve stratégique, on appelle tous les braves gens en avant. Dès 1792, la République le fera. Enfin, la Révolution le fera, en tout cas. Ce qui fait... Vous savez, le rêve lancinant de la France d'avoir une garde nationale qu'on n'a toujours pas fait. Pourquoi? C'est quoi une garde nationale? C'est une réserve en hommes. Les États-Unis, 33 000 hommes. Si on voit par rapport à notre population, on devrait en avoir 7 000. Mais le problème, c'est qu'on manque d'hommes, on manque de masques. Mais je vais vous dire pire que ça, on manque de bâtiments. Parce que pour faire des hôpitaux, si on avait une lourde épidémie, qu'on devait mettre des dizaines de milliers de lits, dans le patrimoine immobilier de l'État, on les mettrait où? Difficile, hein? Eh oui. Je vais vous donner... Alors, comme les Prussiens ont créé les réserves militaires modernes contre nous, nous, on a fini par apprendre après 1870. C'est aussi ça, c'est aussi un des problèmes des Français, c'est que nous, on se prend un pain, ensuite on revient, on tape plus fort. Parce que généralement, on maîtrise mieux ce que l'ennemi a fait contre nous que l'ennemi. Mais par contre, on doit se prendre un pain d'abord. Ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Je vous donne l'exemple. En 1914, avant la mobilisation générale, on a 700 000 hommes. Alors que je vous rappelle que les forces de défense françaises aujourd'hui, c'est 150 000 hommes. Mobilisation générale, 3,5 millions d'hommes, 700 000 réservistes. Vous voyez? C'est pas la même. Alors attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne dis pas qu'il fallait maintenir le service national tel qu'il était. Pourquoi? Parce que ça voulait... Moi, j'ai rien contre la tâche éducative de l'armée. Mais l'armée n'a pas, alors que ses budgets baissent, à servir, enfin, à terminer l'éducation qui n'a pas été faite dans le secondaire. C'est pas le rôle des soldats. Par contre, nous aurions dû avoir à la fois un système de réserve et, je le dis sincèrement, un service militaro-civique. Avant tout, je pense, beaucoup plus que tourné vers l'armée, tourné vers les soins et vers l'assistance aux personnes en cas d'urgence, et dont l'armée n'aurait pris que les meilleurs éléments à sa charge. Parce que si tu veux, je n'aime pas cette théorie énarchique, parce qu'on a fait, au passage, on a fait aux militaires ce qu'on a fait aux médecins. C'est-à-dire qu'on a mis Avant, vous ne pouviez pas être commissaire aux armées si vous n'étiez pas militaire. Maintenant, c'est les énarques des commissaires aux armées. De plus en plus. C'est-à-dire que... Et ça, c'est très jupéiste, ça. On recase les copains partout. Alors avec Emmanuel Macron, qui est un jupéiste au carré et là-dessus, on est sorti du lot. C'est-à-dire on ne met pas tout le monde en garde par l'énarchie, on met tout le monde en garde par Bercy. C'est-à-dire par l'énarchie de Bercy et particulièrement par l'IGF. C'est-à-dire l'État dans l'État de l'État. À un moment... moi je sais bien qu'après le sein, il y a le sein des saints, mais bon, quand même, jusqu'où on va descendre là-dedans? Et... En détruisant ça, on a détruit une part entière de la défense nationale. Revenez à cette vieille théorie gaulliste, qui est très vraie. N'oubliez jamais que De Gaulle est l'un des premiers lecteurs du rapport Beveridge. La sécurité sociale est une part de la défense nationale. Et si vous gérez ça, vous savez gérer la logistique. Parce que la science des réserves, c'est la science de la logistique. Vous perdez ça, vous n'y arriverez pas. Je vais vous donner un exemple qui a certainement scellé le destin du monde.
savez pourquoi la marine, vous savez pourquoi la marine de guerre anglaise était tellement puissante? Et pourquoi les Américains sont devenus aussi puissants en copiant une partie très précise de leur marine de guerre? La santé des marins. C'est les Anglais les premiers qui y pensent. Ils font acheminer des fruits et légumes frais. Alors frais, attention. Ouais. Bon. Pour éviter quoi? Le scorbut. Et donc, entre autres, ils essayent de leur faire boire du jus de citron. Alors, le londonien des bas-fonds de Londres, vous lui faites pas boire du jus de citron comme ça, donc c'est comme ça qu'on a créé le gin fizz. Tout simplement. Or, Et que va faire l'armée américaine? Surtout à partir du second conflit mondial, elle va développer la santé aux armées. C'est-à-dire, toi, mon petit gars, on va prendre soin de toi. Pourquoi? Parce que ça évite la lutte sociale dans l'armée et ça raffermit le contrat social militaire. Vous voyez que la logistique, ça va loin. Et malheureusement, comme aujourd'hui l'ENARC est un comptable, là aussi, les hauts fonctionnaires d'aujourd'hui, ce n'est pas la pierre sur l'ensemble des hauts fonctionnaires historiques. Bloch Lenné, c'est un créateur. Aujourd'hui, ce sont des calculettes améliorées. Joyeux comme Berlin-Est un jour de fête, mais qui au moins ont des avantages. Prenez Minus et Castex, par exemple. Castex, c'est un homme qui ne fait pas d'ombre. Il ne fait même pas d'ombre à sa propre ombre. Donc, là, pour le coup, Jupiter est tranquille. Si vous voulez, il est à côté de vous, vous baissez 2 fois les paupières, vous oubliez qu'il est là. Et l'art de la disparition. L'homme à bas bruit. Vous voyez, premier, comment on a détruit. Et à partir de ces AI, à partir de toute cette destruction, qui en a profité? Ceux qui font des portes à double battant entre le monde des laboratoires et des grands laboratoires et le monde de la haute fonction publique. Car vous voyez, le problème de l'idéologie du néo-management public, c'est qu'en multipliant les points d'entrée, il a multiplié les points de corruption. Et là, vous arrivez au point le plus épineux du Covid, la réponse qui a été donnée par les pouvoirs publics. Parce que là, vous voyez, ce que je vous ai expliqué, c'est pourquoi on a pris un tel choc dans la gueule. Mais question, pourquoi on s'est enfoncé dans la réponse? Je vais vous démontrer rapidement qu'on s'est enfoncé sans entrer dans le Raoult, pro-Raoult, etc. Pour ceux qui se rappellent de ma première prise de parole là-dessus, moi, je n'ai jamais soutenu que la liberté médicale. Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas médecin. Et j'estime que dans une crise sanitaire, ceux qui doivent régler le problème, ce sont les médecins. Vous voyez? Je ne dis pas que ce n'est pas un débat citoyen, je dis que je ne vous souhaite pas, parce que moi je viens d'une famille de blouses blanches, je ne vous souhaite pas d'avoir un mec qui s'enfonce dans vos bras. Je ne vous le souhaite pas. Médecin, c'est un métier particulier. C'est comme soldat. Voilà. C'est pas chef projet dans une start-up win-win. D'accord? C'est pas actuaire. Hein? Si vous voulez, Windows XP ne hurle pas si vous le torturez. D'accord? Vous voyez le problème? Est-ce que vous voyez l'écart de représentation symbolique entre... À votre avis, une société, ça repose sur des médecins, des infirmières ou ça repose sur des actuaires? Vous faites un arrêt cardiaque dans la rue, vous appelez l'actuaire? Non, c'est bien ce que me semble. Voilà. J'ai rien contre les actuaires, hein, je prends cet exemple-là, j'aurais pu en prendre un autre. Mais vous voyez, une crise sanitaire, c'est avant tout un fait de défense et un fait médical. Le problème, c'est qu'on a, je vous l'ai dit, on a pressuré les médecins en mettant la haute fonction publique dessus. La haute fonction publique et une partie des laboratoires par contact. On a déshabillé l'État parce que l'homme qui était responsable de la réponse territoriale, c'était le préfet, et le préfet a été
C'est là où il n'y a pas eu d'étatisation au sens premier du terme. Les préfets ont été déshabillés par les ARS. Donc l'État est à poil, les médecins sont à poil, et les militaires ont été déchargés. Bon, œufs, jambon, fromage. Terminé. C'était évident. Et qui a été l'un des premiers d'ailleurs à le dire? Comptez pas sur nous en cas d'épidémie. Un illustre inconnu, Jérôme Salomon, à l'élection d'Emmanuel Macron. Comptez pas sur nous au cas où. Il a changé d'avis depuis. Alors au passage, si vous avez vu l'audition extraordinaire de Madame Buzyn, extraordinaire audition. Ah, question dans les annales 2 qui est très cher. Mais le grand problème, c'est... Est-ce que vous avez vu le double discours que Buzyn a donné? Vous avez vu qui elle essaye de charger? Salomon. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle applique la jurisprudence du sang contaminé. À la fin, c'est le médecin qui traque. Sur les affaires de conflit d'intérêts, les ayant déjà traitées dans la première vidéo, je vais être relativement court, vous avez bien vu que quoi qu'on pense de Didier Raoult, moi je n'ai jamais soutenu la liberté médicale. Je remarque juste qu'on a mis des sommes colossales pour abattre ce type. On a créé des entreprises bidons en quelques semaines, qui ont remis des rapports bidons à des revues, à comités de lecture qui théoriquement auraient dû voir à la première lecture que les chiffres étaient bidons. On avait des taux de mortalité à 25%. Mais où est-ce qu'ils ont trouvé les malades? Porte-parole de l'entreprise, une actrice porno. Vous me direz, dans certains pays, on met au secrétariat aux femmes, enfin, peu importe. Je vais la fermer. Et non mais, vous voyez, plus c'est gros, plus ça passe. Agnès Buzyn et son mari, un l'INSERM, l'autre ministre, ça n'a pas eu lieu à Tombouctou, ça. Ça n'a pas eu lieu en Micronésie. Ça a eu lieu à Paris. On ne supporte... Imaginez, Poutine aurait fait ça. On en aurait parlé à midi, le matin, le soir, la nuit, est suffisant. Mais, moi je le dis, vu l'état de corruption que ça trahit, pour l'ensemble du monde occidental, le premier que j'entends ironiser sur les mandarins, sur les sombreros, sur les despotes orientaux ou les despotes africains, je lui éclate la gueule. Je le dis sincèrement. Aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons plus aucune leçon à donner. La corruption s'est mise à tous les étages de l'Occident. Vous vous rendez compte ce que c'était le journal de médecine britannique? C'était une institution sur laquelle reposait une large part de la recherche médicale occidentale. Aujourd'hui, c'est plus rien. Vous voyez? On a mis des sommes colossales, alors que on aurait juste fait la liberté médicale. Et bien, à la fin de la foire, on aurait compté les bouses. Tout simplement. Est-ce qu'il fallait mieux être à l'IHU ou être à la Pitié-Sainte-Pétrière? J'ai rien contre la Pitié-Sainte-Pétrière. Mais, vous voyez, on aurait évité tout ce cirque. Alors on peut me dire, oui, mais Raoult, vous savez, alors moi j'ai adoré, c'est là où vous avez eu l'hystérie médiatique. Comme il fallait l'abattre, on a tout eu. Il est mégalomane, vous savez, comme certains paranoïaques ont des ennemis, il y a des mégalomanes qui ont les moyens de leur mégalomanie. Et Raoult a réellement été menacé. Il a été menacé par un médecin de Nantes qui est lié, de notoriété publique au laboratoire JDL, c'est dans sa déclaration d'intérêt. La plupart des chefs de service qui ont refusé son protocole sont liés à Gilead, il ne l'a pas inventé. Et là, ça pose un problème, parce que, voyez bien, il est tout à fait normal que qu'on n'ait pas imposé le protocole Raoult, au nom de la liberté médicale. Mais il est tout à fait anormal qu'on ait retiré l'hydroxychloroquine. Vous avez vu ce qu'elle avait dit, Buzyn?
Non, mais parce que vous savez pourquoi je l'ai fait retirer? Parce que faut pas prescrire trop de médicaments. Si vous me trouvez une excuse plus neuneux que ça, si elle a pris un conseiller en com pour lui balancer ça, je veux savoir combien il a été payé, le gars. Parce que moi qui cherche du boulot, non. C'est le même que si bête. Nul ne sait d'ailleurs si c'est pas si bête. Tu vois, parce que... Or, vous voyez, ça, c'est le gros de la crise. C'est-à-dire que d'un seul coup, et là aussi, l'ayant déjà traité, je vais aller vite, d'un seul coup, des molécules que nous connaissons parfaitement sont devenues toxiques du jour au lendemain, alors que les mêmes études qui ont été utilisées contre Didier Raoult, ont utilisé 4 fois la dose d'hydroxychloroquine du protocole de Marseille sans toxicité particulière. Alors, il faut savoir, soit c'est mortel, soit c'est pas mortel, mais ça peut pas être entre deux. Ou alors c'est d'un ennui mortel, mais si c'est le cas, bon, n'inquiétez pas, hein, vous savez, c'est pas pire qu'un après-midi avec Olivier Faure au Parti Socialiste. Bon, donc, vous voyez ? Et là, vous avez le système français tel qu'il ne va pas. C'est-à-dire qu'on emmerde les meilleurs, même quand les meilleurs n'imposent rien. Raoult n'a jamais imposé, il a dit « moi je fais ». Il n'a jamais imposé à ses collègues d'eux. Ce qui aurait été, d'ailleurs, tout à fait sanctionnable, s'il l'avait fait. Il ne l'a pas fait. On lui a tout fait à ce type-là. On lui a envoyé, la sous Jean-Jacques Bourdin, là, comment elle s'appelle? Apolline de Malherbe. Hein, donc, c'est l'équivalent médiatique d'une descente de flics. Non mais, voilà, non mais, vous voyez, le journaliste, vous avez le journaliste de droit divin en France et vous avez le journaliste saint inquisiteur. Bon, voilà. Mis à part qu'avec l'Inquisition, vous pouviez vous en sortir. Bon. Or, c'est des procès de droit romain, hein, donc... En réalité, c'est là où nous arrivons à la conclusion. C'est les grandes leçons qui sont à tirer. Parce que si vous voulez, en termes de faits, je ne vais pas vous en apprendre plus que ce que vous savez. Je pense que sur la destruction de l'hôpital, je vous ai donné des clés. Parce que c'est ce qui a été le moins traité. Mais sur l'actualitaire pure, c'est-à-dire combien il y a eu de morts à l'IHU, etc., je pense que vous êtes de grands garçons. Mais il y a 4 leçons terribles du Covid. Mais qui sont des méta-leçons. La première, c'est que pendant 3 mois d'un confinement qui a été une mesure prise par la trouille, là encore, j'ai déjà critiqué le confinement, donc je ne voulais pas y revenir, nous n'avons pas fait un confinement moderne, nous n'avons pas fait un confinement moléculaire, nous avons fait une bonne vieille quarantaine. Mis à part de foutre l'économie en l'air, et nous avons généralisé une politique de peur. Vous voyez le problème, par exemple, avec la question scolaire. Bon, nous avons généralisé la trouille. Et mis à genoux une population qui est déjà psychologiquement et moralement atteinte dans l'image qu'elle a d'elle-même. On voudrait les bousiller, on s'y prendrait pas autrement. J'accuse personne, je fais un constat. Donc, pour voir ces 4 leçons, pendant 3 mois, la société est revenue et a été portée par ces classes, ce que j'appellerais, pour reprendre un terme qui appartient plutôt à l'autogestion qu'au marxisme pur, le pays a été géré par les classes compétentes. C'est quoi les classes compétentes? C'est les infirmières, les caissières, c'est-à-dire quand la société ne tient que sur ses jambes et non sur des béquilles fantômes, sur qui la société tient? Eh bien, sur les classes sociales qui ont été les gilets jaunes, pas de bol. D'où... Merci George Floyd. Si on l'avait pas, on aurait dû dire ah bah merci les prolos. On aurait su que vous étiez aussi utile, on vous aurait pas crevé les yeux. Vous auriez été plus efficace avec vos 2 mains. La prochaine fois, on y pensera. Mais l'homme qui, à mon avis, doit être le plus
pardonnez-moi, pas le plus heureux, mais qui doctrinalement a certainement le mieux, enfin, préparé notre compréhension de la crise de l'après-Covid, c'est certainement Christophe Guilluy. Parce que s'il y a une crise qui a fait voir ce que c'était la France périphérique, c'est celle-là. Première leçon. On sait exactement par où va être déchiré le contrat social français. Deuxième leçon. L'Occident est entré dans une période de régression vers le mysticisme. D'accord ? Je vais vous donner un exemple, le test en double aveugle. L'hostie. C'est un hostie. Test en double aveugle. Le test en double aveugle qui avait sanctifié, par exemple, le Mediator, grande réussite. Testé en double aveugle, le Mediator. Hein ? Plusieurs milliers de morts à la serrure. Hein. Mais double aveugle, donc, absous. La science a toujours été une construction idéologique et sociale. Ce n'est pas la relativiser ou ce n'est pas nier son importance que de le dire. Si vous voyez tout ce qu'a été la religion de la science au XIXe siècle, c'est avant tout un fait de représentation. Tous les phénomènes de vérification, type double aveugle, etc., sont des choses très récentes. Ça date des années 70-80. Est-ce que ça a invalidé la science occidentale sur 2 millénaires et demi ? Le principe d'Archimède, double aveugle ou pas ? Non mais c'est vrai. Et puis, les parachutes, d'ailleurs, les parachutes, ça a été créé quand ? Eh ben, voilà. Finalement, quand les mecs de Daesh balançaient les mecs, est-ce que vous croyez pas qu'ils essayaient le double aveugle ? Ben voilà. Non mais, si vous voulez, faut... Moi, j'essaye de présupposer le bien chez les gens. Je suis un humaniste. Croyez-moi. Non mais, vous voyez, l'Occident prométhéen, l'Occident de Giordano Bruno ne cherchait pas l'hostie du test en double aveugle. Il cherchait à se confronter à la matière pour comprendre des lois. Et à s'arracher, par ça, à la finitude et à des déterminismes. Ça servait à ça. Or, pourquoi on a fait pourquoi on a fait tous ces filets de protection pour la science dans les années 70-80, à votre avis ? Parce que ça permettait à la démarche scientifique, qui est avant tout de la recherche fondamentale, de passer sous les fourches codines de la religion de l'industrie et sous les fourches codines de la technique. Et donc ça permettait juste à des gens de se faire du blé au mépris de la démarche scientifique. Je vais vous dire l'un des gros problèmes. Alors, vite, Pierre-Yves, où est-ce que tu veux en venir ? Premièrement, l'Occident est en train d'être déclassé scientifiquement par des gens qui, eux, vont vers le prométhéisme, l'Asie orientale, va evictis. Hein. Moi, je le dis sincèrement, hein. Moi, je leur foutrais pas le pangolin sur le dos. Hein. Et après tout, il nous a débarrassé de Weber, Goegen et de Véjean. C'est pas si mal pour une petite bestiole comme ça. Et donc, c'est le... Mais je le dis sincèrement, ils ont... Si vous voulez, ces populations, tout simplement, sont allées vers la démarche scientifique telle qu'ils l'ont admirée face à nous, en nous voyant faire. Et nous, on retourne, nous sommes redevenus des chercheurs d'église. Mon test en double aveugle, mon hostie, sinon je me sens pas bien. Là, ce n'est pas de la démarche scientifique, c'est de la psychiatrie. Voyez ? Et donc l'Occident ne trouve plus rien. Déjà en termes de brevets, l'Asie orientale est en train de piler l'Europe. Et c'est normal. Je vous avais déjà donné cet exemple-là quand les eurocrates ont retoqué les entreprises françaises qui voulaient faire du quantique pour pouvoir faire du supercalculateur neuneux. C'est-à-dire
Bah, résultat, dans le même temps, la Chine a envoyé ses premiers satellites à clé quantique. Elle a mis aux Européens 15 ans dans la vue. Voilà. Et avec une équipe qu'elle a achetée, où ? En Europe pour la plupart. Voilà. Il n'y a pas de souci. Le monde nous survivra. Vous inquiétez pas. Nous, on retourne vers le mysticisme. Regardez, par exemple, l'oracle du professeur Cohen. Vous savez, celui de France Télévisions. Prix Nobel. Prix du mérite agricole également. Mais, non mais, vous voyez, vous avez Patrick Cohen qui vous donne des leçons de médecine. Mais, non mais, est-ce que vous vous rendez compte ? Je vais vous donner un exemple très simple. Il serait dans cette salle, le petit là fait un arrêt cardiaque. Est-ce que vous allez vous retourner vers lui pour dire « sauve-le » ? Non mais, vous voyez, et le problème c'est que les gens ne le... Non, vous voyez, et il n'y a même plus la décence ordinaire de se dire... Et ça, c'est un retour vers quoi ? Vers la cléricature. Voilà. C'est ça, les journalistes de droit divin. Et ça, malheureusement, l'Occident est en train d'en crever. Un homme l'avait prévu, Nietzsche, encore un siècle de journalisme, et les mots purons. Et encore, il ne connaissait pas Apathie. Et là... Vous voyez l'état du problème ? Ça, c'est la deuxième leçon. Le scientisme occidental est devenu une religion de substitution. Or, le problème de la cléricature, c'est qu'en dehors de l'Église, c'est une folie. C'est un non-chrétien qui vous parle. Donc, moi, j'en parle très à l'aise. Quand vous sortez des idées religieuses, du moule religieux, ça devient des idées folles. Chesterton le disait déjà, et c'est très vrai. Quand vous sortez de la théologie, des choses qui ne devraient pas en sortir, sincèrement, vous relâchez le diable de sa boîte. Et pour l'y faire rentrer, caramba, encore raté, hein, je vous le dis tout de suite. Vous voyez ? Et c'est de cette crise intellectuelle que va venir notre déclassement technique par l'Asie orientale, et pas d'autre chose. Ce sont des populations de très grande qualité, ils sont brillants, ils ont des systèmes géniaux. Oui, la Corée du Sud, c'est magnifique. C'est un État développeur. La France avait exactement le même dans les années 60. Vous savez, ils l'ont utilisé. Enfin, le Japon a utilisé le modèle français par le MITI et les Sud-Coréens le modèle japonais. Vous voyez ? Ils ont juste compris et adapté à ce qu'ils sont des méthodes qui marchent. Nous, parce qu'on voulait rattraper la modernité, on a cru à des méthodes américaines qui n'ont même pas marché aux États-Unis. Et vous savez comment on l'a fait ? Et ça, c'est pas moi qui le dis. Les grands économistes américains le disent tous, y compris libéraux aujourd'hui. En réalité, on a changé les modes de calcul. Bon, il n'y a pas de souci. Hein. Aujourd'hui, donc, l'Occident ne crée plus. La seule chose que l'Occident crée, c'est des moyens de truquer ses propres bilans comptables. Ça, donc, ce qui veut dire, je vous le dis tout de suite, hein, quand une civilisation qui a été une civilisation de prêtres, de poètes et de soldats devient une civilisation de comptables et d'escrocs, la prochaine étape, c'est la mort. Et d'un certain côté, si on doit continuer longtemps comme ça, mieux vaut que ça se termine vite. Je le dis sincèrement. Parce qu'une civilisation qui truque elle-même ses propres bilans, c'est une civilisation qui est en fin de course. OK ? Deuxième leçon. Troisième leçon. La société ouverte nous a pas sauvés. Oh, caramba ! L'Union européenne nous a pas sauvés. Pire que ça, elle nous a fait un message d'ingénierie sociale extraordinaire, vous l'avez vu ? Grosso modo, je me lave les mains de vos tronches. Là, Ursula, tu sais, celle qui a remplacé l'alcoolique. Non, parce que... Non, te fous pas de JC, toi. Je te permets pas, parce que dans la crise sanitaire, il a été extraordinaire, ce type. Tu vois, il a donné sa sueur pour faire du gel hydroalcoolique. Tu l'as fait, toi ? Non. Donc, cet homme est un héros. Si. Merci, JC. Santé. La société ouverte nous a pas sauvés. Caramba ! La
société ouverte ne nous sauve pas. Elle ne nous sauve pas des virus, elle ne nous sauve pas de la crise économique, elle ne nous sauve pas des Tchétchènes à Dijon. Oh bah merde alors. Oups. Moralité, et là, ce n'est pas faire un éloge. Essayons d'être techniquement complets. Une société holistique n'est pas une termitière, n'est pas une fourmilière. C'est une société de responsabilité. Le problème d'une société atomisée, c'est que on vous fait croire que vous êtes responsable de vous-même, vous n'êtes responsable de rien d'autre d'ailleurs, et on vous donne une sorte de sentiment de toute puissance sur vous qui est en réalité une chaîne. Parce qu'en réalité, on vous retire la véritable liberté qui est la conscience de vos limites et de vos déterminismes. En réalité, on fait de vous des Scarface en puissance. C'est quoi la devise de Scarface? The world is yours. Le monde est à toi. Il n'y a pas plus comme gaufre, comme moule à dépressif, comme il y a des moules à gaufres, il n'y a pas mieux comme phrase. Le monde est à toi, non. Essaye d'être à toi déjà. Parce que sinon, ta vie va être horrible. Parce que le monde ne sera jamais à toi. Par contre, ça vous retire tout sens de la responsabilité sociale. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu dans la crise du Covid. On a vu des braves gens qui étaient au feu, qui ont été envoyés avec des sacs poubelles parce qu'il n'y avait même pas le nécessaire. Mais la plupart, on a fait du... Comment dire? Les sociétés individualistes ont pris cette crise en pleine figure. Une société holiste, ce n'est pas une sorte de gigantesque tôle. C'est une société où la présence du nous soutient la légèreté et la fragilité du jeu. Et en échange, le jeu a une responsabilité sociale. Donc c'est une société d'interaction. Donc une société d'enracinement, donc une société... On ne peut pas tout avoir dans la vie. C'est une société où vous êtes moins seul, mais c'est une société, disons, où vous êtes sous le regard d'autrui. Voilà. C'est l'ambiguïté de la chaleur communautaire. Alors qu'une société dissoute, une dissociété comme ce que nous avons là, l'avantage, c'est comme tout le monde se fout de tout le monde, il y a un mec qui tombe dans la rue, il meurt, vous l'enjambez. On a appelé ça le progrès, à une époque. Pour continuer, notre système de société est apparu tel qu'il était, c'est-à-dire une dissociété. Je pense que là, pour le coup, le rêve occidental est définitivement fini. Là, on aura beaucoup de mal à le vendre aux autres. Quand vous voyez que les médecins de Dakar, eux, ont parfaitement géré la crise, et quand ils ont vu les pontes parisiens venir leur dire l'hydroxychloroquine c'est mal, alors qu'eux, ils en prennent tous les jours. Et le pire, si vous voulez, l'hydroxychloroquine, c'est un poison violent. Ouais, on en donne à l'armée française 6 gélules par semaine, 6 gélules sur 7 jours, quand ils sont en mission là-bas. Ça veut dire qu'on empoisonne tous nos soldats. Oui, je sais, Sibeth avait pas mis tous les boulons, mais vous voyez, parce que le gros problème quand on dit des conneries, c'est que les conneries peuvent avoir des conséquences. Et là, pour le coup, les médecins de Dakar ont mieux géré que certains médecins à Paris. C'est un état de fait. Voilà. C'est pour ça que notre tendance à donner des leçons doit quand même trouver des limites. Dernière leçon, la fragilité anthropologique de l'occidental moyen. Fragilité physique, ça s'est vu dans le nombre de morts aux États-Unis qui vient avant tout de mauvaises conditions de santé. Je mets de côté la moitié des victimes qui ont plus de 85 ans. N'oublions pas que c'est aussi une maladie de l'obésité. Donc c'est une maladie de notre type de vie. Ce qui veut dire que nous avons oublié toute règle pour maintenir une population en bonne santé. Pourquoi? Parce que nous avons voulu tirer profit de la dégradation physiologique de nos propres populations.
excusez-moi, la généralisation de l'aspartame dans la nourriture américaine n'a pas eu un effet nutritionnel absolument délirant. Ou alors, sortez-moi l'étude et je ferai mon mea maxima culpa. Vous voyez ? Le gros problème, c'est que nous avons cru... Il ne faut pas oublier une chose, nous avons couplé, et c'est normal, nous avons couplé l'agroalimentaire et les laboratoires. Ce qui est tout à fait normal parce que l'alimentation est le premier des médicaments. Si vous voulez, c'est tout à fait normal. C'est logique. Le problème, c'est que nous avons mis ça à la loi du moins-disant, qui est la première et unique loi d'une organisation marchande. Point. Vendre quelque chose à quelqu'un, ce qui n'est pas un acte mal en soi, mais c'est juste d'essayer de vendre la marchandise la plus standardisée possible, parce que la moins coûteuse à produire, au prix le plus élevé. Or, quand vous mettez ça dans un système alimentaire, vous bousillez des populations, il faut le savoir. Je ne dis pas que c'est de l'empoisonnement, mais j'en pense pas moins. Bon, voilà. Donc, moralité, c'est le type de vie occidentale qui a aussi fait notre défaite. Donc, moi, je veux bien qu'ensuite, on ne veuille pas réfléchir sur ces 4 états de fait et sur le fait que, là, on est en fragilité physiologique, fragilité psychologique, on a pu foutre les boules et faire aller acheter des rouleaux de PQ en émeute à la moitié de l'Occident. Mais non de... Enfin, je suis désolé, les Britanniques se mettaient pas à pleurer en PLS quand les Boches visaient les civils. Heureusement qu'on les avait pas en 43, hein. Enfin, si vous voulez, on aurait fait des... Je vois bien les mecs qui auraient fait des bunkers de rouleaux de papier toilette. Non mais... C'est terrifiant, quoi. C'est terrifiant. Ouais. Voilà. On a fait des populations apeurées, des populations physiologiquement affaiblies, et des populations à qui on a détruit l'esprit critique, tous les problèmes perturbateurs endocriniens, baisse tendancielle du QI, etc. Donc des populations qu'on peut apeurer comme ça, des populations moutonnières. Ah, il est beau le camp de la liberté. Ah, ça valait la peine de faire la guerre froide. Oh là là. Heureusement qu'on a sauvé ça. Oh, heureusement qu'on a sauvé ça des vilains Popov. Oh, dis donc. Oh là là. Oh. Et dire qu'on a sauvé le moule anthropologique de l'occidental du futur. Gérard Darmanin. Non, vous voyez ? Alors moi, je veux bien qu'on refuse de se poser toutes ces questions. Voilà, moi, les questions qui me restent en travers de la gorge. Parce qu'une société de légèreté, c'est une société sans responsabilité. Parce que nous savons que, mis à part peut-être le pauvre Jérôme Salomon qui est à sa place, tu vois, s'il entend des coups de piquet sur la branche sur laquelle il est assis, qu'il fasse bien gaffe parce que c'est pas les pivers. Donc, lui, ils vont l'avoir au tournant. Parce qu'il faudra bien un lampiste. Hein ? Parce que si les politiques commencent à se tirer entre eux, alors certains vont dire opération capture du blaireau du Havre, comme ça au moins on ne dit pas de qui on parle, et d'autres, on va tout mettre sur le dos de Buzyn. Non, non, les politiques vont se défausser encore un coup. Et c'est tout à fait... Et le pire, c'est qu'on acceptera. Parce que dans une société apeurée, il n'y a plus de responsabilité. Alors que pour ce genre de truc, je vous le dis sincèrement, pas dans un temps, dans les brumes profondes vikings où on faisait un aigle de sang avec des gens qui faisaient ça. Hein. C'est très décoratif, l'aigle de sang, je vous conseille. Regardez ce que c'est. C'est franchement dit. Et dans la France des années 60, un mec qui aurait fait ce genre de truc pouvait tout à fait avoir un gros problème. Alors qu'aujourd'hui, bah, tout passe. Parce qu'on a fait des lâches. On a fait un moule à traître en haut et un moule à lâche en bas. Ça, c'est la grande leçon du Covid. Ensuite, il y a eu des hommes et des femmes qui ont tenu la société à bout de bras pendant 3 mois. Ça prouve que tout n'est pas perdu. Mais voilà où on en est. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.